Casa Vostra. Il y a plein de sujets. Alors après, déjà, c'est bâtir, c'est construire, c'est être actif. Attractif, ça veut dire considérer les projets entrepreneuriaux. C'est-à-dire qu'en fait, bâtir un capital, c'est pas qu'un capital financier, c'est un capital entrepreneurial. Donc tous les gens même qui quand peuvent... tu es salarié, etc., c'est pas, ça veut pas dire devenir entrepreneur, ça veut dire devenir entrepreneur de sa vie. Oui, c'est ça. Et alors du coup, il y a plein de manières de faire. Donc il faut déjà avoir un portefeuille équilibré. Il faut pas aller chercher que la performance. Il faut aussi arriver à capitaliser progressivement, à savoir en gros un portefeuille équilibré, c'est à la fois un bon mélange de préservation du capital. Lorsque j'ai accumulé, il faut aussi savoir le préserver un petit peu, c'est-à-dire pas prendre du risque tout le temps en fonction de l'environnement. Donc ça veut dire des poches obligataires, des poches actions, c'est-à-dire que là pour le coup on est sur du risque. Et quand même, lorsqu'on est en phase de constitution, il y a évidemment dans notre pays un actif qu'on ne peut pas ne pas considérer, c'est l'immobilier. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Je suis hyper content. Je sais pas si je suis hyper content en fait. Je dois te dire, Pierre. Alors, je suis avec Pierre Sabatier. Salut Pierre déjà. Donc, on va commencer. J'allais dire, je suis hyper content, mais oui, je suis intrigué, content. Récemment, Thomas Laforêt, que tu connais sans doute, m'a dit il faut que tu contactes Pierre pour parler des retraites. Et c'est là où je sais pas si je suis hyper content parce que en fait, tu vois, il y a deux trucs qui m'emmerde un petit peu et autour de la martingale, mais il faut m'y coller. Et en fait, quand j'ai regardé un peu ce que tu faisais, je me suis dit, ah ouais, on doit pouvoir faire ça bien avec Pierre. Mais c'est les retraites, d'une part, et la fiscalité par ailleurs. Tu vois, je suis plutôt quelqu'un, j'aime mieux essayer de me dire, tiens, on va, je sais pas, avoir de l'impact dans l'économie réelle, gagner de l'argent en faisant des choses qui créent de la valeur, plutôt que de me dire, tiens, j'ai machin. Et alors... pour rester 2 secondes sur la fiscalité, essayer d'économiser, de gratter des bouts de chandelle, finalement je trouve que c'est bien aussi de payer des impôts, ça participe à la société, etc. Mais bon, il va falloir quand même que je fasse un truc sur la fiscalité un jour, voire plusieurs. Mais le sujet du jour, la retraite, c'est quand même vraiment un truc où déjà je me dis conceptuellement, j'espère que je serai jamais à la retraite, parce que pour moi c'est la retraite, c'est un peu la mort. Mais bon, il y a un jour où peut-être que je verrai la vie autrement. La vie nous rattrape. Exactement. Et ou la mort plutôt. Ouais, aussi. Alors, merde, c'est glauque, ça commence bien. Et puis l'autre point, c'est de me dire que en fait finalement. Je vais faire ça autrement. Et je me sens un peu doomed, tu vois. Je me dis, la retraite, en fait, finalement, j'aurai pas droit comme tout le monde. Donc bon, et je fais ça un peu autrement. Donc on va y venir. Juste pour te présenter avant et dire pourquoi. Voilà, toi, donc tu t'appelles Pierre Sabatier, je l'ai dit tout à l'heure. Tu es économiste prospectiviste, conférencier, président fondateur de PrimeView et vice-président de l'OREP. Ça fait beaucoup de choses. Mais surtout aussi, tu te présentes, alors on en a parlé juste quand tu es arrivé, comme un économiste nouvelle génération. Auvergnat, hautement important. Voilà, c'est vraiment, je crois qu'avant de me dire qui tu étais, même peut-être ton prénom, tu m'as presque dit salut Mathieu, je suis Auvergnat, tu vois. Donc, vrai Auvergnat, j'habite dans un village de 450 habitants, etc. Donc, voilà, ça me semble important. C'est important. Je suis même conseiller municipal, c'est important, intégré dans la vie locale de la ruralité. Est-ce qu'il y avait des gens en face de toi qui se présentaient au conseil municipal ou il n'y avait qu'une liste? Non, moi je suis honnête, hein, j'avais une liste, j'ai porté une liste, je suis conseiller municipal, mais j'ai été battu par le maire sortant de quelques voix. Voilà. Donc il y avait 2 listes et c'est bien parce que ça contribue au débat démocratique et on n'a pas le droit d'en priver, y compris nos villages, ce qui fait qu'au moins les gens ont le choix. Et dans la vie en général, il faut avoir le choix et on pourra y revenir sur les questions de la retraite. Quelques voix dans un village de 450 habitants, c'est inexorable. C'est-à-dire, a priori, tu te fais pas écraser de milliers de voix, tu vois. Mais... Non, ça va. On était contents tout de même. D'accord. Alors... Ça commence bien, on a déjà digressé avant de commencer. C'est clair, c'est parti. Et puis en plus, t'as un taxi. T'as pas envie en fait d'aborder le sujet, puisque voilà, tous les sujets de digression. Tout ce que je peux pas faire autre chose que la retraite, voilà. Bon,
on s'y colle. J'ai quand même pas tort. La retraite, je vais pas y avoir droit. La retraite, alors en gros, moi, ce que j'ai appris, c'est capitalisation, répartition. En France, on est sur la répartition. C'est le schéma de base. J'ai l'impression qu'on me dit que depuis que j'ai fait des cours d'éco toute ma vie, on m'a toujours dit, en gros, aujourd'hui, c'est la répartition. Mais toi, tu n'auras jamais le droit à la répartition parce que le schéma finalement de la démographie est fait d'une telle manière que de toute façon, un jour, tu vas te faire avoir. Donc, j'y ai jamais trop cru. Je m'y suis jamais trop pensé. Je paye quand même, j'imagine, quelque part. Et du coup, je fais d'autres choses. Je me dis, je vais faire de l'immobilier, je vais faire des entreprises, et puis on advienne que pourra, quoi. Alors déjà, c'est un sujet hyper large, c'est un sujet très, en réalité, qui nous concerne tous. Alors toi qui es entrepreneur, déjà j'ai envie de te dire, la retraite, c'est pas très éloigné finalement. C'est qu'une vision de très long terme, de tes besoins. Et donc, quand on construit une entreprise, bien sûr, on doit être profitable tout de suite, mais d'une certaine manière, on se projette dans le long terme. Tu es en train de dire que je suis vieux ou... Non, mais non, parce que ça concerne tout le monde. C'est-à-dire que la retraite, finalement, c'est pas autre chose qu'appréhender le très long terme. Ouais. Alors, je sais que c'est difficile quand on est entrepreneur parce qu'on est souvent dans le rattrapé par le court terme, mais d'une certaine manière, c'est se poser, regarder un petit peu loin et se dire, finalement, comment j'ai envie de gérer mon très très long terme. Donc déjà, ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a un problème de sémantique dans notre pays, à savoir retraite. Retraite, je sais pas si tu lis un petit peu, mais on se croyait chez Nietzsche. C'est un peu Zarathustra qui remonte au sommet de sa montagne pour regarder en fait la société de loin. Effectivement, la notion de retraite, déjà, elle t'intéresse pas parce qu'elle est obsolète. Le mot retraité en tant que tel, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'après un certain âge, 62, 65, 67, peu importe, en fonction de là où on se trouve dans le monde, on remonterait au-dessus de sa montagne pour regarder en fait la société de loin. On sort de la société pour la contempler. Pour la contempler, non mais c'est lunaire. C'est-à-dire que c'est très très peu la réalité. Pourquoi ça me fait peur et que je veux pas y aller? Non, voilà, mais parce que déjà le mot est mal choisi. Ouais, donc déjà, premièrement, en fait, le vrai sujet, c'est comment on gère sa vie en fonction de ses capacités à un moment donné. Et donc la notion de retraite, elle est assimilée essentiellement à la notion de quand je serai senior, comment je voudrais à la fois comment je gérerai ma vie, c'est-à-dire comment je contribuerai ou je constituerai mon pouvoir d'achat et qu'est-ce que je ferai de mon temps. Et donc ça va s'adresser d'ailleurs pas de la même manière en fonction qu'on est 65, 75, 85. Donc le vrai sujet, c'est plutôt, c'est un peu comme on fait de la gestion de patrimoine en général, c'est sur ces temps très lointains, qu'est-ce que je veux pouvoir faire à 65 ans, à 75 et à 85. Et en fonction de cela, je vais structurer finalement à la fois ma vie, dans la conception de sa vie, et à la fois mon patrimoine pour pouvoir simplement adresser mes besoins de l'époque. Ça, c'est le premier point. Donc la notion de retraite, le mot retraite, il est à bannir. On devrait interdire les médias et les politiques. On utilise un temps plus avancé de la vie, point. C'est-à-dire que c'est relou, quoi. Ça fait long. Quoi. Il va falloir qu'on mieux. Mais je fais confiance à ta créativité pour trouver un mot idoine. Mais en tout cas, pas retraité. Parce qu'on n'est pas retraité. Ces gens-là ne sont pas retraités. Tout à l'heure, j'y viendrai aujourd'hui. Les 65-75, il faut quand même avoir en tête qu'ils sont hyper actifs et ils nous sont super utiles. Je reparaphrase, mais retraite, donc retrait, quoi. Il y a quand même le vrai mot ça. retrait. Alors que quoi. non. Je suis en retrait. Non. Et d'ailleurs, cette caricature, elle mine aussi les seniors. Hein. Elle mine pas que les jeunes. Parce que lorsqu'on parle des seniors comme des retraités, comment ils le prennent? Comme finalement être en dehors du scope, en dehors de la vie, en dehors de la société. Donc ils sont entre guillemets stigmatisés. Dans les troupeaux, on appelle ça les gens à réformer, quoi. C'est ça. Les vaches à réformer, oui. Je suis aussi ingénieur agronome de formation initiale. Donc voilà, donc effectivement, doublé du diplôme d'Auvergnat. Donc effectivement, j'aime bien cette référence aux vaches de réforme. Ouais. C'est sympa. D'ailleurs, ils nous remercieront pour la chose. Mais non, mais c'est vraiment extrêmement important. C'est que premièrement, déjà, faut arrêter avec ce mot. Le vrai sujet, c'est comment on fait, comment finalement on répond aux besoins de toutes les générations dans une société. Il y en a qui ont moins de 20, il y a des gens qui ont 20-40, il y en a qui ont 40-60, il y en a qui ont 65-75, plus de 75-85. Ça me plaît déjà, pardon, mais dans l'idée de se dire, en fait, je me projette pas en tant que retraité, parce qu'en fait, moi, comme tu le dis, j'ai une vraie, comme beaucoup, du coup, faut voir qu'on parle à des auditeurs, des auditrices qui ont de, peut-être pas 18, mais 22 à 60 ans, peut-être un plus, mais dites-le moi s'il y en a aussi. Mais du coup, voilà, et se dire, en fait, je me projette dans mon âge avancé, dans la seniorité, entre guillemets, en tant que senior, c'est plus intéressant parce qu'en effet, j'ai plus cette notion, comme je t'ai dit tout à l'heure, je veux jamais être retraité. Et c'est donc le vrai sujet, c'est un degré d'activité. En gros, l'envie qu'on a
où le temps qu'on a, ou l'énergie qu'on a pour être actif va simplement évoluer avec le temps. C'est clair que 20-40 ans, les dents rayent le parquet, on a envie de construire, concevoir, on conçoit tout, hein, on conçoit sa baraque, on conçoit sa famille, on conçoit, on conçoit sa vie. Donc là, on déborde d'énergie. 40-60, on commence à être dans la gestion. Plus de 60, plus de 65, on a juste d'autres choses à donner. Voilà, et donc, le vrai sujet, c'est qu'est-ce que ces gens-là ont à donner, qu'est-ce que demain, ils auront à donner à la société pour justement arrêter de caricaturer entre les actifs et les inactifs. Parce qu'aujourd'hui, les seniors sont actifs et juste avoir en tête qu'aujourd'hui, heureusement qu'on les a pour une raison toute simple. 65, qui sait? Enfin, il y a un vrai sujet de dépendance derrière la notion de retraite hein, qu'on pourra peut-être aborder tout à l'heure. Dire qu'au-delà de 75 ans, malheureusement, l'espérance de vie augmente dans notre pays, mais l'espérance de vie sans handicap augmente pas tant que ça. C'est-à-dire qu'au-delà de 75 ans, malheureusement, on commence à avoir des handicaps et puis après, qui peuvent nous faire tomber dans la notion de dépendance. Qui c'est qui aide les gens qui sont en difficulté dans la société? Bien sûr, on le paye, mais pas que. Une grosse partie des aidants dans notre pays ont 65-75. Et donc, d'une certaine manière, on a transféré de l'activité salariée ou rémunératrice en une activité bénévole dont on a bien besoin. Parce que si les 65-75 aident pas nos seniors qui sont en difficulté ou en situation de dépendance, qui le fera? Eh bien, les actifs. Et les actifs, ils n'ont pas le temps et ils ne sont même pas au bon endroit. Donc, ça veut dire que ça sera obligatoirement via de la fiscalité. Ce sont des problématiques d'ailleurs au Japon et à venir, je crois, potentiellement en Allemagne ou en fait... Partout. Ouais. Y compris chez nous. C'est-à-dire que là où effectivement les pays sont les plus en difficulté sur le front du vieillissement, à savoir que la proportion de gens qui vont avoir plus de 65 ans explose, a déjà explosé au Japon, en Allemagne, mais aussi en Italie, en Espagne, et dans une moindre mesure en France, mais c'est quand même le cas en France, et sur ce plan, les mieux situés sont les pays anglo-saxons, qui sont les États-Unis et le Royaume-Uni. Mais ce sujet en fait du vieillissement, c'est plutôt de dire quelle fonction on donne à chaque personne dans nos sociétés en fonction de ses capacités et sa volonté. Et voilà, donc arrêtons de caricaturer avec la notion de retraité ou de retraite, ces gens-là sont actifs. Donc maintenant, il faut aussi se concentrer sur les gens, à savoir de quoi ont-ils besoin passé un certain âge. Oui, et comme tu le dis, actif, ça ne veut pas forcément dire vie active rémunérée, ça peut être s'occuper de leurs proches, s'occuper, mais notamment d'ailleurs... De leurs petits-enfants ou de leurs parents. Exactement, les petits-enfants, l'importance, tu vois, au moment où je te parle, moi, également, j'ai 3 enfants, alors ils n'habitent pas en Auvergne, mais ils habitent, et ils se trouvent actuellement chez mes parents, tu vois, pendant une semaine, et je suis très content. Oui, et sans cela, c'est pour ça qu'il faut quand même avoir en tête que la solidarité intrafamiliale en général dans notre société, ça marche au-dessus, ça marche en dessous, mais on en a besoin. Pourquoi? Parce que ça nous évite à devoir disposer de plus d'argent en réalité. Parce que si vous ne pouvez pas le faire, si vous n'en disposez pas, il faudra payer. Donc la question fondamentale, ça joue aussi sur nos entreprises, parce que s'il faut payer, ça veut dire qu'il faut être payé plus. Et donc, est-ce que nos entreprises sont en capacité de payer plus cher leurs collaborateurs aujourd'hui? Est-ce qu'elles ont les marges suffisantes pour les payer plus cher? Je ne suis pas vraiment sûr. Donc, tu comprends bien que ce sujet du rôle qu'ils doivent jouer au sein de la société, il n'est pas à minorer. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'ils sont retraités qu'ils ne sont plus actifs. C'est une autre manière de rester actif. Mais on va y venir, ça c'est les seniors d'aujourd'hui. Les seniors de demain seront encore un peu plus différents, c'est-à-dire que ça va être un sujet encore plus complexe. Alors venons-y, on a posé un peu le débat sociologique, presque philosophique, en tout cas, voilà où on en est, comment on emmène les seniors, quel est leur rôle dans la société, etc. Une des questions que j'ai envie de te poser, que je vais te poser d'ailleurs, c'est pourquoi faut-il s'intéresser à ma future vie de senior et pas à ma vie de retraité, puisque je ne serai jamais retraité? Alors, pour une raison simple, alors les gens qui t'ont dit... Pourquoi, je le reformule, mais pourquoi faut-il s'y intéresser maintenant ou dès 22 ans ou dès 25 ans? Est-ce que je peux juste le repousser et me dire, finalement, je ferai ça à 60 ans, parce que ça va aller, je ferme les yeux, je serre les fesses et puis on y va. Non, mais malheureusement, pour récolter, à un moment donné, il faut semer. Voilà, c'est encore une métaphore agricole, on va dire. Hein, donc, et on ne récolte pas le lendemain du moment où on a semé. Donc, si on veut pouvoir... non, même pas. C'est pas thésaurisé parce que, c'est-à-dire, semer, ça ne veut pas dire, en fait, mettre son argent sous l'oreiller. Hein. Ça veut dire investir aussi. Oui. Mais dans le sens où, pour récolter à ce moment-là où on sera peut-être un peu moins actif, donc le vrai sujet, c'est le degré d'activité en fonction de son âge. C'est pas actif, inactif. Hein, donc, c'est ça. Mais à un moment donné, le vrai sujet va être là. Et donc, il faut récolter dès maintenant pour pouvoir semer en fonction de ses besoins, des besoins qu'on estime être le nôtre à plus long terme. Alors le premier point, pourquoi maintenant plus qu'avant? Parce que tes profs d'éco, finalement, ont tort. C'est-à-dire que tu toucheras une retraite. Si tu ne touches pas une retraite, ça veut dire que les organismes de retraite, ils sont pris comme des manches. Donc, ce n'est pas le sujet. Le sujet, ce n'est pas go, no go. Et d'ailleurs, ce n'est même pas un sujet retraite par capitalisation ou par répartition. J'ai toujours su qu'ils avaient tort.
En partie. Je vais pas me faire des copains, mais c'est pas grave. Alors juste, retraite par répartition. En gros, les actifs d'aujourd'hui chez nous payent les retraites des gens qui sont aujourd'hui appelés retraités. Retraite par capitalisation, c'est un peu différent. C'est je capitalise et ensuite je touche une partie de la capitalisation, enfin du patrimoine que j'ai capitalisé tout au long de ma vie active. Les gens disent souvent, retraite par capitalisation, c'est mieux que répartition. Répartition, ça va sauter. Non, les deux sont sous la même tension pour une raison mécanique. C'est-à-dire que quand tu as un nombre de gens à servir qui explose par rapport à un nombre de gens en emploi qui n'augmente plus, ça c'est les chiffres. Aujourd'hui, par exemple, les plus de 65 ans en France, 13,6 millions de personnes. En 2030, 16,4. OK ? Donc ça veut dire 3 millions de personnes en plus. 13, 16. En 2040, 19. 6 millions. C'est-à-dire que, en gros, le nombre de gens qu'il va falloir, qui vont devoir toucher des prestations va littéralement exploser. 2050, tu l'as le chiffre? Non, je ne l'ai pas. Mais 2050, c'est trop loin, les gens qui te font de la prospective à 2050. Non, mais parce que moi, c'est celui qui m'intéresse, parce que dans 20 ans, j'aurai 60 ans, donc je bosserai encore, a priori, tu vois. Mais, non, mais tu bosseras jusqu'à 85, tu l'as dit, tant que tu pourras, voilà, avec le stylo à la main. Non, mais donc il faut avoir en tête que c'est ça le sujet. Quand en face, tu as des 20-65 ans qui sont 36 millions de personnes aujourd'hui, qui seront 36 millions de personnes en 2030, 36 millions en 2040. Donc en gros, tu as un stock de gens qui cotisent versus un stock de gens qu'il faut servir, qui se déséquilibre complètement. Donc le vrai sujet, c'est pas qu'il n'y aura pas de retraite ou des retraites. Le vrai sujet, c'est que le niveau des retraites qui seront versées aux gens vont baisser naturellement par rapport au niveau actuel. C'est pour ça que ton sujet est un bon sujet dès aujourd'hui pour les gens qui nous écoutent, parce que jusqu'à maintenant, les seniors n'avaient pas besoin de réfléchir à leur retraite, parce que le régime par répartition les servait généreusement. Il faut quand même avoir en tête que jusqu'à maintenant, le revenu médian des plus de 65 ans en France, c'était 101% du revenu médian des 20-65 ans en France. C'était très généreux. C'est-à-dire concrètement, les seniors d'aujourd'hui, les retraités d'aujourd'hui n'avaient pas à se soucier. Un tout petit peu plus. Un tout petit peu plus. Alors à la limite, je ne veux pas les comparer, mais quand tu compares au niveau international, les pays de l'OCDE, c'était 89%, les pays de l'Union européenne, 91%. Nous, on était à 101%, donc bien au-dessus. C'est un système plus généreux. Tant mieux. On avait les moyens de le faire. Dont acte. Donc d'une certaine manière, les retraités d'aujourd'hui n'avaient pas à se soucier de leur pouvoir d'achat de demain. C'est-à-dire ils ont de fait, on va dire, suffisamment d'argent à travers leur retraite par répartition jusqu'à maintenant pour maintenir leur niveau de vie. J'ai cotisé, j'ai droit à mon machin, je suis content, basta. Oui, et puis surtout, je vais pas aller m'ennuyer à faire soit de la capitalisation au départ, vu que j'aurai assez derrière, soit même continuer à travailler puisque je dispose de suffisamment de revenus. Donc tu vois, tu comprends pourquoi cette situation-là, elle était idéale. Tant mieux, encore une fois. Hein, moi, je juge pas. S'il faut pas montrer du doigt les gens, mais c'est un constat. La seule chose dont je suis sûr, c'est que ce 101% va très fortement baisser. Très fortement baisser au regard des chiffres que je viens d'évoquer. C'est-à-dire que lorsque tu as une explosion de 3 millions de personnes dans les 15 ans à venir, qu'il faut servir versus moins de gens, enfin ou pas plus de gens au travail, ça, c'est pas tenable. Donc le vrai sujet, baisser entre 20 et 40% donc sur le taux de remplacement net. On va arriver à 80 ou 60%? Ah non, c'est plus bas que ça. Aujourd'hui, le taux de remplacement, alors brut et net, je ne les ai pas en tête, il faudrait que je regarde les chiffres, mais on doit tourner autour de 70%. C'est-à-dire que ce qu'on va toucher par rapport en fait à son dernier revenu, c'est déjà une décote de 30%. Attention, hein. Donc déjà, c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs les seniors consomment un peu moins. C'est qu'ils quand même touchent moins que en fin de carrière. Eh bien, ce chiffre-là va naturellement baisser, probablement tendre vers 50%. C'est-à-dire qu'au final, ton manque à gagner, il est énorme. Il est énorme. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les gens capitalisaient, se constituent un patrimoine uniquement pourquoi? Pour léguer, pour transmettre. Ce qui est très bien, hein, parce qu'ils avaient assez de flux financiers à travers leur niveau de retraite pour assurer leur rythme de vie. Faut que les enfants ils se démerdent. Non, mais le vrai sujet, c'est de dire que c'est pas un point de vue, tu vois. C'est de dire que le vrai sujet, c'est que de toute manière, les revenus de demain ne suffiront pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va dire, ceux qui avaient les moyens de transmettre, capitaliser pour transmettre. Très bien. Donc, c'est une manière, en fait, tu sais, les hommes se caractérisent comme ça. C'est que lorsqu'on est parti, au moins, on lèguera quelque chose. C'est une manière de se transcender et de passer aux générations. Mais il n'y avait que ça comme priorité. Aujourd'hui, sur le patrimoine, pour les gens qui nous écoutent, le vrai sujet, il sera double. Ça sera bien sûr continuer à vouloir transmettre. C'est presque un moteur dans la vie, j'ai envie de te dire. C'est une manière. Il y a quand même des évolutions, je trouve. Oui. Avec de plus en plus, on se dit finalement.
tu vois, tu entends des grosses fortunes américaines qui vont dire sur mes milliards, je vais léguer que 10 millions à mes enfants, ou potentiellement moins, ou zéro. J'ai eu des gens sur mon podcast Génération Do It Yourself, Pierre-Édouard Sterrin, qui doit peser aussi, je pense peut-être probablement en milliards, ou en tout cas en centaines de millions, c'est sûr, dire moi je lèguerai rien à mes enfants, c'est pas leur rendre un service. Je veux dire, je dis pas que tout le monde est comme ça. Hein, bien sûr. Mais on sent qu'il y a des débuts. Non, mais tout est relatif. Et puis attention, tout ça est souvent en fonction aussi du niveau qui a été atteint. C'est beaucoup plus vrai en pays anglo-saxon parce que les niveaux de fortune sont. En gros, la fiscalité n'est pas du tout la même. Donc, intellectuellement, c'est pas tout à fait pareil. Mais là où ils ont raison d'une certaine manière, c'est que le meilleur patrimoine qu'on peut léguer à ses enfants, évidemment, c'est son patrimoine éducationnel. C'est sa capacité à avoir les armes pour être autonome dans la vie, construire, bâtir et réussir. Évidemment. Mais bon, ça, c'est bien beau. Et ça va être, comme tu le dis, de plus en plus vrai. Je veux dire, mais donc je pars si je reformule ce que tu m'as dit, je pars à peu près du principe que entre le jour où je suis, on va utiliser le terme retraité quand même, mais c'est pas très créatif en fait. La veille, le jour qui suit, je vais à peu près avoir une décote de 50%. Enfin, déjà, je peux mettre ça en tête. Donc, si je veux éviter cette décote brute nette tout de suite, voilà. Il faut que il faut agir. Il faut agir maintenant. Et le plus tôt tu agis, évidemment, entre les lignes, ce que tu as dit, le plus tu as de chances d'arriver à avoir zéro décote. Voilà. Trois leviers. Sachant qu'il faut quand même faire attention parce que faut aussi, tu vois, vivre ta vie avant. C'est-à-dire que si tu passes ta vie entière à mettre de côté pour éviter cette décote, en effet, ça arrivera à la fin, tu seras retraité riche, mais tu te seras emmerdé toute ta vie. Et parti 2 mois après à cause d'un cancer. Voilà. Donc, bon, évidemment. Bon, après, là où les arbitrages sont difficiles. Le pire n'est jamais sûr, mais bon, tout ça pour dire qu'il y a un autre moteur qu'il faut avoir. C'est-à-dire que la notion de transmission, donc maintenant, elle doit être complétée dans la construction de son patrimoine par cette notion importante de maintien du niveau de vie à travers des flux d'argent complémentaires à sa retraite. Donc, quand je disais, tu auras une retraite, mais elle sera plus petite qu'aujourd'hui. C'est ça le sujet, elle sera donc pas suffisante. Et donc, il faudra la compléter. Il faudra la compléter avec... Il y a 3 leviers pour compléter. Je montre à Pierre qui peut montrer le micro, etc., se mettre à l'aise. Pardon. Il y a 3 leviers pour compléter. 3 leviers. Donc, là, premièrement, c'est en gros se constituer un patrimoine. Donc, effectivement, c'est un peu thésaurisé. Mais alors, il y a plein de manières de faire. On y reviendra tout à l'heure pour se construire un patrimoine à terme. L'objectif, c'est pas, à la limite, se construire un patrimoine, c'est se construire une rente. C'est-à-dire qu'en fait, un flux d'argent qui viendra compléter son niveau de revenu, qui fera que, en gros, le sujet du pouvoir d'achat ne sera pas un sujet. C'est-à-dire qu'ils pourront, après, est-ce qu'ils le voudront, ça les regarde. Mais au moins, en tout cas, la notion de pouvoir d'achat, elle sera complétée à travers cela. Ça, c'est le premier point. Mais tout le monde n'y arrivera pas. La capacité à épargner aujourd'hui des Français, c'est top, mais la réalité, c'est que les gens épargnent peu. Ils n'ont plus beaucoup de gras pour pouvoir épargner. Donc ça, déjà, c'est pour ça qu'il faut commencer très tôt. Parce qu'avec des petits flux très tôt, ça va permettre quand même si on n'a pas beaucoup de gras, in fine, d'avoir, plus on s'y prend tôt, plus on aura pu capitaliser pour avoir une rente au final. Je reprends l'exemple très concret pour imager ce que tu dis, de mon pote Jérémy Briand, qui est désormais d'ailleurs... Tu as plein de potes Ouais, j'ai plein de potes. Mouvement Fire, j'ai fait un très bon épisode là-dessus avec Victor Laura, mais je parlais déjà de lui à ce moment-là. Mais lui, il avait commencé très tôt, juste à côté d'ici, dans le 17e au Batignolles. Il s'était acheté un je dirais petit appart, 35 mètres carrés, je pense, à un moment où il devait payer ça dans un endroit... en plus, c'était... Encore, à l'époque, les JO devaient aller à Paris, mais pour les JO 2012, c'est Londres qui a gagné, etc. Enfin, on parle de 2004, 2003, 2002, je sais pas, quelque chose comme ça. L'époque bénie, quand même. Voilà. Mais oui, mais il l'a fait, tu vois. Et moi, je l'ai pas fait. Et à ce moment-là, je me disais, c'est bien, il a raison, etc. Mais je l'ai pas fait. Je l'ai fait que 7-8 ans après, où ça coûtait beaucoup, mais genre 3 fois plus cher. Enfin, et donc, du coup, il a dû acheter un appart qu'il a dû payer 2000, 2005, 3000 euros du mètre carré, qu'il a dû revendre 9000, mais 6 ou 7 ans après. Enfin, je parle de trucs. Et puis, en fait, ce tout petit bout de gras effet boule de neige derrière, quand il l'avait quasiment payé, finalement son truc qui lui a rapporté, tu fais le calcul, mais à même pas 30 ans, il avait vendu un truc qui valait 300 000 balles, sur lequel il avait fait 250 000 de plus-value, dans lequel il habitait, donc pas d'impôt. Et en fait, là, il avait son petit truc pour constituer. C'est là où tu vois que très tôt, le plus tôt tu le fais. Évidemment. Donc, ceux qui l'ont pas commencé maintenant, faut y aller, et ceux qui l'ont commencé, faut en faire un autre. C'est ça. C'est ça, mais même très tôt, 100 euros, 200 euros par mois, en fait, on arrive. Aujourd'hui, en plus, l'avantage de l'immobilier, on y reviendra peut-être sur les supports qui sont les plus intéressants, et je vous dirai moi que j'ai fait de très drôle, parce que 2003, c'était presque un âge facile, un moment béni, à savoir que voilà, les zones les plus attractives étaient pas chères. Donc là c'est attractif,
Il y a de la visibilité et en plus, c'est pas cher. Donc là, évidemment, Maintenant, le monde est un peu plus difficile parce qu'en gros, tout est cher et donc il faut être un peu plus ingénieux en fait pour pouvoir. Il y a du business à faire dans l'agro, non ? Attention, on y reviendra. Mais tout ça pour dire, deuxième, donc se constitue un patrimoine. Se constitue un patrimoine et après on revient dessus sur la manière dont on peut procéder. Ouais. Deuxièmement, faut pas rêver, tout le monde n'y arrivera pas ou ça sera pas forcément suffisant. Deux, en plus, on est encore en capacité d'être actif, c'est-à-dire que des compléments de revenus via son boulot, ça sera demain pas une obligation, c'est-à-dire que les gens qui auront plus de 65 ans voudront continuer à travailler. Tout simplement pour compléter leurs revenus. Et pour compléter leurs revenus et parce qu'ils ont en fait de l'énergie pour. Donc le vrai enjeu là pour le coup c'est un enjeu de société, c'est pas un enjeu individuel, c'est comment la société s'organise pour offrir du boulot à tous les plus de 65 ans qui voudront rester en fait dans la vie active. Devenir chauffeur Uber quoi. Non, mais non, pas du tout justement. C'est continuer son vrai travail non, pas continuer. Non, c'est un autre type de boulot parce qu'évidemment, le temps à disposition, l'énergie, enfin en gros, capitaliser plutôt sur l'expérience, sur des éléments qualitatifs. On ne va pas faire des choses redondantes à des gens comme cela, qui ont moins d'énergie, donc qui ont moins de temps à disposition. Mais réfléchir, alors là, plutôt au niveau de la société, à comment on crée un marché de l'emploi qui est presque un marché tertiaire, quoi. Il y a un marché primaire, les 20-45 ans, où on veut donner à balle, voilà, 45-65 où on est plutôt dans la gestion, et plus de 65, on est dans le complément. Et bien ça, il faudrait concevoir en termes de fiscalité, un marché en termes de fiscalité, sectorielle, etc., en termes de temps de travail, un marché de l'emploi qui serait spécifique à ces gens-là. Parce que demain, vous verrez, des hordes de plus de 65 ans voudront continuer à travailler. Et ça, c'est le vrai sujet. Mais évidemment, ils ne pourront pas continuer à travailler dans leur même boulot parce qu'effectivement, ce qu'on peut apporter, en fait, évolue. Donc, le complément de revenus via le boulot, c'est hyper important. Et donc, nos politiques doivent s'en saisir. C'est un enjeu majeur. On va avoir des hordes de plus de 65 ans qui voudront continuer à bosser. Or, aujourd'hui, il n'y a rien. C'est-à-dire que 35% des gens qui partent, qui liquident leur droit à la retraite à 61 ans, 62 ans, 35% sont au chômage. Donc, autant dire qu'on a un boulot monstre par rapport à ça. Ce qui est hyper intéressant, c'est que dans ce que tu dis, c'est qu'en plus, ces plus de 65 ans ne sont plus les mêmes, dans le sens où notamment ils sont informatisés, par exemple. Donc, je veux dire, avec le Covid, en plus, ça a accéléré tout ça, mais dans ce tertiaire, s'ils peuvent faire des choses peut-être sur Zoom, en vidéoconférence, sur différentes choses, dans des mais conseils, tout est à des construire. choses. On sent l'entrepreneur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème avec des solutions, évidemment. Simplement, il faut les voir comme finalement des gens qui ont des choses à nous apporter. Super. Or, notre société, jusqu'à maintenant, elle ne les voit que comme un poids. Déjà, c'est une erreur, parce qu'il faut quand même savoir, souvent en France, on dit on a un taux de chômage structurel qui est hyper élevé, plus élevé qu'ailleurs. Mais on le choisit. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme chômage ? On n'a pas de chômage chez les 25-50 ans. On a un chômage chez les jeunes non qualifiés et chez les seniors. Tu sais pourquoi ? Parce qu'en ayant culpabilisé, en faisant foutre le camp les seniors de nos entreprises, en réalité, c'est à cause de ça qu'on est des jeunes non qualifiés. Pourquoi ? Parce que, je viens de le dire, un senior qui part à la retraite ou qui s'arrête de bosser gagne moins. S'il gagne moins, il n'a pas de pouvoir d'achat. Ça consomme quoi un senior ? Ça consomme moins de biens et plus de services. Qui c'est qui fait le service ? C'est souvent des jeunes non qualifiés. C'est-à-dire qu'en soi, en ayant finalement aussi peu de gens qui continuent à travailler, on fait accélérer le déclin des revenus des seniors et d'une certaine manière, ils consomment moins. Ils consomment moins quoi ? Ce que pourraient apporter les jeunes non qualifiés. Donc c'est la boucle qui boucle, à savoir que du coup, si je peux me permettre, les médias nous disent toujours et culpabilisent j'allais dire vieux, mais les seniors, en disant si vous restez en emploi, vous allez prendre la place d'un jeune. C'est d'une connerie absolue. C'est-à-dire qu'un senior qui reste en emploi, ça crée l'emploi du jeune non qualifié. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, tu vois, je voulais te couper pour te dire que c'était intéressant, donc c'est déjà pas mal, c'est que tu parles des seniors, pas des vieux, qui ont plutôt des boulots tertiaires aussi, qui vont faire travailler des jeunes qui ont plutôt des boulots tertiaires, dans une période où on valorise énormément l'écologie, etc., finalement, potentiellement, la baisse de la consommation, pas forcément la décroissance, mais au moins, voilà. Quand tu parles de service, finalement, tu es souvent quand même dans quelque chose qui rentre dans ce cadre-là. Oui, mais tout ça, c'est presque un combat d'arrière-garde, à savoir qu'aujourd'hui, nos économies sont déjà des économies de service. 80% des boulots dans notre pays, dans l'ensemble des pays industriels, c'est des économies de service. Donc finalement, on perd beaucoup de temps à se focaliser sur l'industrie ou sur les secteurs industriels, alors qu'en réalité, ils pèsent relativement peu. Ils sont importants, mais c'est pas l'essentiel. Et dans notre pays, souvent, on fait des erreurs de diagnostic et on perd un temps fou parce qu'en fait, on n'a pas les ordres de grandeur en tête. C'est-à-dire que nous ne sommes plus, en fait, la société d'il y a 30 ou 40 ans. Donc, le boulot. Alors, on est sur le 1, 2, 3. Donc, on en récapitule. Se constitue un patrimoine. Complément de revenus via son travail. Donc, faire travailler les seniors. Et le troisième, s'organiser.
parce que c'est le levier. Ouais, mais c'est le levier de la solidarité. Et ça, juste pour envisager en fait la suite, la notion de la solidarité, c'est quand même l'arme historique, l'arme primaire, on va dire, pour lutter contre le vieillissement qui passe et les handicaps qui peuvent s'accumuler. Et ça, c'est un vrai sujet de société qui va venir, parce que pour l'instant, on a mangé notre pain blanc. Savoir en gros le nombre de les baby boomers ont commencé à avoir 65 ans en 2010. On est en 2020. Ils commencent à avoir 75 ans. Donc là, en gros, on a vécu l'âge d'or. C'est-à-dire que le stock de gens 65-75 qui disposent d'un niveau de retraite élevé explose. Donc c'est-à-dire ils ont du temps parce qu'ils n'ont pas besoin de compléter leurs revenus. Et en face, vous avez quoi? Des plus de 75 qui n'ont pas encore augmenté. Donc un besoin d'aide dans notre pays qui n'a pas augmenté. Ce qui se passe, c'est donc aujourd'hui, on a un stock d'aidants qui a explosé par rapport à un besoin d'aide qui n'a pas augmenté. Mais malheureusement, le strat qui suit, c'est une explosion du besoin d'aide dans notre pays. Voilà, c'est comme ça, c'est le temps qui passe, par rapport à un stock d'aidants qui va plutôt avoir tendance à se tasser, voire même à décroître un petit peu. Donc là, on a un vrai sujet de comment on s'organise pour gérer l'explosion de ce besoin d'aide. Alors individuellement, ceux qui seront préparés, ils auront l'argent suffisant pour le faire, mais au niveau sociétal, ça ne sera pas suffisant. Tous ne pourront pas y arriver, et ça veut dire qu'il faudra implémenter la notion de solidarité. Solidarité notamment intrafamiliale, et je rappelle quand même que les enfants sont responsables de leurs parents, financièrement. C'est-à-dire que si aujourd'hui, d'une certaine manière, on n'est pas organisé pour disposer d'un niveau de vie suffisant du temps pour assumer, 1, son vieillissement, 2, sa dépendance, eh bien, c'est ces enfants qui devront le faire. Je ne le savais pas. Donc, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que vous êtes responsable de vos ascendants. Donc, attention, si vous êtes, entre guillemets, pas trop cigale, mais si à un moment donné, vous n'êtes pas projeté pour dire comment je fais pour disposer d'un revenu suffisant à terme, lorsque j'arrêterai de travailler, ou en partie de travailler, donc je serai à la retraite, pour disposer d'un niveau de revenu suffisant, eh bien vous risquez non de léguer un patrimoine à vos enfants, mais un passif. Et attention, la toute fin coûte très très cher. Donc oui, c'est un enjeu même individuel, même si on regarde par le petit bout de sa lorgnette, c'est un enjeu individuel majeur. C'est-à-dire que vu qu'on sait que les pensions de retraite vont diminuer et qu'il faudra les compléter, si on ne s'est pas organisé pour, il faudra mobiliser soit les enfants devront payer, soit ils devront être là pour pouvoir les aider. Je reformule un peu tout ça, je te remercie, c'est passionnant. En gros, faut quand même, dès 2020, parce comme tu l'as dit tout de suite, très clairement, entre 2010 et 2020, en fait, là, on arrive au bout de ce schéma. Donc, le schéma du passé. En 2030, ils auront 95 ans. Donc là, on sera complètement dans un autre monde, finalement. C'est un autre monde, c'est celui de la dépendance. Il faut nous tous oublier ces choses-là parce qu'on ne bénéficiera pas du tout de la même chose que nos parents ou que nos parents. Ou enfin, tout dépend des générations dans lesquelles on est, d'une part. Donc, il faut vraiment se mettre dans ce schéma. Et moi, je voudrais ajouter une chose, parce que j'ai travaillé avec des organismes, enfin, des clients qui sont dans les maisons de retraite et autour des maisons de retraite. Et ils m'ont expliqué un truc qui m'a marqué énormément. Alors, il y a plein de noms autour des maisons de retraite, parce qu'il y a les maisons de retraite qui font peur, et puis c'est probablement à cause du nom, et puis maintenant, il y a plein de nouveaux noms. Mais il m'explique qu'en fait, le moment où tu choisis un endroit où mettre tes parents, parce qu'en fait, c'est pas les parents qui choisissent eux-mêmes. Non. Généralement, il y a un moment, il y a un accident de la vie, donc un AVC, tu vois, quelque chose, il se passe, cerveau, cœur, poumon, peu importe, handicap lourd qui fait que, en fait, ils sont plus autonomes. Alors, soit toi, tu peux t'en occuper, mais en fait, généralement, tu ne peux pas parce que tu as un travail et tu as machin, etc. Donc, tu peux les voir le matin et le soir éventuellement. Et en plus, la société l'a pas du tout prévu, à savoir que la prise en charge à domicile, c'est fait en silo, à savoir, il y a des acteurs les uns à côté des autres qui se parlent pas, etc. Donc, c'est quasi impossible. Voilà. Donc, tu te retrouves du jour au lendemain, alors que généralement, tu ne l'as pas du tout préparé parce que comme la retraite dont je parle ici, tu t'es dit on verra plus tard. Quand je dis du jour au lendemain, c'est pas... Oui, non, mais à payer, mais à devoir choisir et à rien comprendre. Et en fait, tu fais en plus des mauvais choix parce que tu ne l'as pas du tout prévu. Oui, c'est-à-dire que tu t'es dit, en fait, ça arrivera plus tard. Et en fait, ça arrive maintenant. Et le jour au lendemain, c'est 3 jours, en fait. Tu peux éventuellement... aller revoir tes parents, si jamais ils sont plus dans le même village, que toi tu as déménagé, etc., tu vas aller t'installer avec eux, parce qu'en fait, sinon, littéralement, ils ne peuvent pas manger, ou ils peuvent pas... Donc, tu vas faire une semaine, tu vas faire 2 semaines, puis tu as ton employeur ou tes employés, peu importe, qui vont dire, mais t'es où, Coco? Tu fais quoi? Et là, tu dois reprendre ta vie normale. Et en fait, tout ça fait que tu arrives dans ce schéma
comme tu le décris là, de 2010 à 2020, qui est une réalité aujourd'hui. Donc, le message qu'on peut faire passer ici, c'est de se dire, tout ce qu'on dit là, c'est pas... c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est tout de suite. Et effectivement, ce que tu évoques sur la prise en charge très rapide, c'est-à-dire qu'il faut, comme en rugby, je suis aussi fanatique de rugby, mais il faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est-à-dire que là, ce que tu évoques, c'est que finalement, on doit prendre des décisions dans la précipitation et évidemment, on ne prend pas les bonnes. Exactement. Comme un ouvrier en rugby, il ne prendra pas les bonnes. Mais après, par contre, on peut être rapide. Donc, ça veut dire qu'il faut être préparé. Et préparé, ça veut dire tout de suite, en fait, y réfléchir. Ça ne veut pas dire, en fait, il faut être stressé par rapport à ça. Hein. C'est comme un entrepreneur, ça se base sur quoi? Sur un diagnostic le plus lucide possible sur les choses qu'il estime qui vont arriver. Et à partir de là, il sait mettre en place les bons dispositifs. Si les dispositifs ils sont déjà implémentés, boum, quelque chose se passe, clac, j'enclenche ce que j'avais déjà prévu, ce que j'avais déjà réfléchi. Et effectivement, pour boucler la boucle, il y a la brutalité du choix, mais il y a aussi la difficulté financière associée. Ouais. Parce que si malheureusement les grands-parents ou les parents n'ont pas les moyens pour faire face à ce que tu vas appeler des EHPAD, concrètement, pour la plupart du temps, qui aujourd'hui sont staffés pour pouvoir soutenir le nombre de seniors actuels, mais vu qu'ils vont doubler les seniors, ça voudrait dire qu'il faudrait doubler le nombre d'EHPAD. Donc tu comprends bien que ça sera pas possible en fait dans notre pays, bon, peu importe. Mais tout ça pour dire que financièrement, c'est l'enfant qui va devoir payer le complément. Hein. Donc c'est pas anodin, encore une fois, sur la vie de l'actif, même du temps de son actif, il a préparé sa retraite et aussi disposer des moyens, pousser en fait nos parents à préparer leur retraite ou nous s'organiser pour pouvoir assumer une charge financière supplémentaire qui n'est pas liée à nous, mais à ses ascendants. Donc c'est une réalité dès aujourd'hui qui ne va cesser en fait de progresser. Donc voilà, 3 leviers, le revenu par son boulot, le capital, je propose qu'on peut-être termine par cela, sur les éléments qu'on peut mobiliser aujourd'hui, dès aujourd'hui, pour pouvoir se constituer et se préparer, et la solidarité intrafamiliale. Alors ça peut être de 2 ordres, hein. Soit j'imagine et j'anticipe, à savoir, finalement, je raisonne aussi en géographie quand je choisis mon boulot. C'est-à-dire, j'organise ma carrière en se disant, je vais aller là ou je vais partir loin, mais à un moment donné, il va falloir peut-être que je recherche un autre boulot, et donc je m'y prends très à l'avance pour pouvoir peut-être être plus proche, si jamais en fait j'ai un sujet de senior à gérer, pas moi, mais à gérer. Ça peut être un premier point. Ou un deuxième point, solidarité financière, c'est-à-dire moi-même, dès à présent, disposer des moyens pour finalement arriver à ce que mes ascendants soient traités convenablement. Passionnant. Écoute, donc je suis prêt maintenant. Je dois me constituer un patrimoine. Alors c'est tout le sujet de la martingale, hein, donc épisode après épisode. Donc on est d'accord, je mets tout dans les bitcoins. C'est un vrai sujet? Non. C'est un sujet parce qu'attention, c'est mon métier ça. Hein. Non. C'est-à-dire que je rappelle, PrimeView, c'est un cabinet qui fait de la recherche éco-financière, de la prospective, donc en gros qui achète de la donnée, traite de la donnée. La moitié de mes équipes sont des ingénieurs qui traitent de la donnée. Vous êtes combien? On est une dizaine. D'accord. Ce qui est beaucoup en fait dans ce métier-là. Donc la moitié de gens qui traitent de la donnée pour pouvoir poser un diagnostic et ensuite des gens qui l'interprètent. Et donc notre métier, c'est faire de la prospective, essayer de dessiner ou d'esquisser en tout cas le monde qui vient et ensuite en déduire des stratégies d'investissement optimales. Alors nos clients ne sont pas du particulier, sont des investisseurs, on va dire des gros investisseurs type assureurs, caisses de retraite, sociétés de gestion, mutuelles, etc. Donc c'est vraiment de la gestion, la gestion d'épargne collective. Hein. Donc c'est du lourd. Donc sur le sujet des bitcoins et des monnaies virtuelles, ça sera un sujet à part entière. Oui, qu'on traite de temps en temps, mais on pourra en reparler certains sujets avec plaisir. Attention, s'il y a de la lumière, moi je m'invite. Hein. Je rappelle, je suis auvergnat d'abord. Très bien, écoute, très bien. Mais dans tout ça pour dire, sur le capital, il y a plein de manières de faire. Moi, je m'invite tous les midis chez les Auvergnats, mais ils me font payer. C'est bizarre, à Paris, tu vois. Mais il y a plein de sujets. Alors après, déjà, c'est bâtir, c'est construire, c'est être actif. Attractif, ça veut dire considérer les projets entrepreneuriaux. C'est-à-dire qu'en fait, bâtir un capital, c'est pas qu'un capital financier, c'est un capital entrepreneurial. Donc tous les gens même qui quand peuvent... tu es salarié, etc., c'est pas, ça veut pas dire devenir entrepreneur, ça veut dire devenir entrepreneur de sa vie. Oui, c'est ça. Et alors du coup, il y a plein de manières de faire. Donc il faut déjà avoir un portefeuille équilibré. Il faut pas aller chercher que la performance. Il faut aussi arriver à capitaliser progressivement, à savoir en gros un portefeuille équilibré, c'est à la fois un bon mélange de préservation du capital. Lorsque j'ai accumulé, il faut aussi savoir le préserver un petit peu, c'est-à-dire pas prendre du risque tout le temps en fonction de l'environnement, hein, donc ça veut dire des poches obligataires, des poches actions, c'est-à-dire que là pour le coup on est sur du risque, et quand même lorsqu'on est en phase de constitution, il y a évidemment dans notre pays un actif qu'on ne peut pas ne pas considérer, c'est l'immobilier, pour une raison toute simple, c'est que c'est le seul pour lequel la banque vous prête. C'est-à-dire que vous pouvez jouer de l'effet de levier quand vous êtes un particulier. Vous n'allez pas jouer de l'effet de levier pour acheter des obligations ou des actions, même si, on pourrait rigoter sur le sujet, mais bon, c'est pas admis à tout le monde. Donc la question immobilière est évidemment, l'actif immobilier est évidemment un actif intéressant pour se constituer ce patrimoine qui va permettre à terme
à terme, c'est pas pour la revente, c'est même pas pour sortir en capital, mais à terme de disposer d'une rente, d'un flux financier qui complétera, je dirais, son patrimoine, son niveau de retraite. On y parle beaucoup sur ce podcast d'immobilier parce qu'en effet, c'est quand même une base intéressante. Il y a du commercial, on a une tendance à penser tout de suite immobilier, acheter des appartements, etc. Il y a hier, j'ai fait un épisode intéressant aussi sur investir chez ton poissonnier pour acheter les murs avec lui, tu vois. On a potentiellement du papier, on a des bureaux, on a plein d'univers d'immobilier à explorer, potentiellement pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc c'est une classe d'actifs dans son ensemble, simplement avoir en tête quand même qu'il y a deux immobiliers. Il y a l'immobilier résidentiel qui n'est pas cyclique, parce que les gens ils devront toujours avoir besoin en fait de se loger. Alors il y a un prix quand même à ça, mais ils auront toujours besoin, et un ménage ça fait pas faillite. Une entreprise ça fait faillite. Et l'immobilier, tout le reste, alors il y a trois immobiliers. Il y a l'immobilier résidentiel, les gens auront toujours besoin de se loger. Il y a l'immobilier thématique, c'est ce qu'on appelle l'immobilier de santé. Dans un pays qui vieillit, il n'y a pas de secret. Le besoin en santé, à savoir en EHPAD, en maison de retraite, en clinique ou autre, va exploser en nombre. Donc les clients potentiels vont exploser. La question, ça serait celle du prix. Donc ça, c'est deux immobiliers. Tu peux acheter de l'immobilier, généralement c'est par des opérateurs des SCPI, c'est ça, des SCPI autres qui en gros vont investir dans les murs, par exemple des EHPAD, etc. Il y a des spécialisés. Oui, il y en a plein. Ok, très bien. Il y en a, enfin plein. Non, c'était un marché confidentiel qui a explosé au cours des dernières années à juste titre. Parce que évidemment, ça pour le coup, si une chose est sûre, c'est qu'on va continuer à vieillir. Sauf s'il y a une pandémie, pour le coup. À moins que tu aies envie d'entreprendre vraiment et de créer toi-même des maisons de retraite, finalement, c'est peut-être une bonne manière de dire je vais entreprendre. Et le dernier point, ce que tu évoquais, immobilier commercial de bureau, ça reste très cyclique. Donc ça doit être fonction du moment dans lequel on se trouve. Les autres deux, on va dire, c'est du robuste. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir, c'est des paquebots, quoi. Ça continue d'évoluer dans le temps, enfin progressivement, le besoin, il est perceptible. En bureau ou commerce ou industriel, là, c'est beaucoup plus cyclique, c'est lié à l'activité en tant que telle. Donc là, il est évident qu'en ce moment, ces segments d'immobilier seront peut-être un petit peu plus touchés que le robuste qu'est le résidentiel ou le thématique type immobilier de santé. Ça, c'est le premier point. Alors, le deuxième point, il y a plein de choses qu'on peut faire. Si j'avais un conseil à donner, c'est soyez curieux et ingénieux. Ingénieux, ça ne réclame pas d'avoir un diplôme d'ingénieur. Ingénieux, ça veut dire, finalement, essayez d'investir aussi dans ce que vous connaissez, pas dans des choses trop généralistes. Soyez précis. Et je vais vous donner... Pardon, je t'arrête, mais je te suis. Il y a beaucoup de bon sens là-dessus. Faut faire attention quand on te propose un truc, j'en ai parlé dans un autre épisode récent, mais très virtuel, hyper loin, à Tahiti, complètement... vraiment pas, que tu connais pas, etc. Voilà, il y a des moments où en fait, en bas de chez toi, il y a des Alors, je vais vous donner un exemple. Là, pour le coup, attention, monte et démonte toute thèse sur la base d'exemples. Donc, ça n'a pas vocation. Tout le monde ne doit pas faire ça. Mais donc, je ne suis pas différent des autres, à savoir que je construis. Donc, moi, je suis entrepreneur, j'ai créé plusieurs boîtes. Donc, mon actif, c'est aussi mes entreprises. Mais par ailleurs, j'ai aussi construit une autre entreprise dans l'immobilier. Et je vais vous donner simplement à quel point il faut aussi savoir, lorsqu'on veut investir et capitaliser, porter le regard là où les gens ne portent plus le regard. Toi, tout à l'heure, tu évoquais la notion d'achat d'immobilier dans un appart à 35 mètres carrés à Paris en 2003. Bon moment, parce qu'effectivement, attractivité, visibilité et grosso modo, à un prix pas cher. Génial. Donc, j'ai fait des culbutes et progressivement, vraiment, pour le coup, ça, c'est l'opération parfaite. En plus, c'est la banque qui me l'a financé. Bon, donc, tac, génial. Sauf qu'on est en 2020. Et les prix sont plus du tout pareils. Tout à fait. Le rendement associé aujourd'hui, les niveaux de prix et le rendement associé en fait à ces investissements-là se sont totalement écrasés parce que les niveaux de loyer ne peuvent pas suivre en fait les niveaux de prix de l'immobilier. Eh bien, dans notre pays, quand on dit il y a augmentation des prix de l'immobilier, c'est pas vrai partout. Et donc, je prends mon exemple. Moi, j'habitais Paris pendant 20 ans. J'ai déménagé il y a 3 ans en Auvergne avec ma femme et mes 3 enfants. 2 à l'époque, puisque c'est un terreau fertile pour pouvoir... Bon, peu importe. À peine arrivé, qu'est-ce que je me suis aperçu en tant qu'entrepreneur que finalement, c'était notre Far West, il est plus à l'autre bout du monde. Il est dans nos territoires. C'est un close à force d'avoir finalement détourné le regard de ces territoires, qu'est-ce qui fait la bonne affaire quand on est investisseur ou entrepreneur? C'est quand même un peu le prix d'acquisition. Et aujourd'hui, dans ces territoires-là, ça ne vaut plus rien. C'est-à-dire qu'en gros, vous refaites en fait le même mécanisme que ton copain en 2003 à Paris, et tu le refais en fait dans des territoires comme ceci. Qu'est-ce que j'ai fait dans la foulée? J'ai créé ma propre structure immobilière avec qui dans laquelle j'ai associé en fait un producteur et je rachète des maisons, des petites maisons de cœur de village abandonnées depuis 10, 20, 30 ans, qu'on rénove. On les achète si peu cher, c'est quasi l'euro symbolique parce que personne n'en veut. Que, in fine, rénovation finalisée, vous arrivez à des niveaux de loyer qui sont 20% en dessous du logement social et qui vous ramènent du 10 à 15% de rendement brut. Tout simplement parce que les choses ont un prix.
Et quand même dans un endroit plus sympa qu'un logement social, généralement, qui sont mais bien sûr, assez, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça, c'est à la portée de tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut être précis. Quand vous connaissez un marché, allez aussi porter le regard là où les gens ne portent pas le regard. Parce que le prix, la bonne affaire dans le monde financier, elle se fait toujours à T égale 0, au tout départ. Et donc, quand même, et parce que si vous achetez cher... Ça, pareil, on s'en va bien s'entendre, mais le T égale 0, la bonne affaire... quand tu achètes mal un truc ou quand tu on essaie toujours de se rattraper. Imagine concrètement le 10 à 15% de rendement brut. Pourquoi c'est une assurance? Parce que si jamais le monde s'effondre, peu importe, quand tu es à 10 à 15% de rendement brut, tu pourras encore baisser tes prix de loyer. Donc toi, tu trouveras toujours quelqu'un, il n'y aura pas de discontinuité de revenus. Parce que d'une certaine manière, tu as bien acheté, donc tu es en capacité en fait à t'ajuster. Celui qui est juste parce que bien sûr tu finances ça à travers en fait de l'effet de levier à la banque, quoi. C'est la banque qui te rentrer dans ta petite non c'est que personnel, ça, c'est pour mes collaborateurs. On en discute après. Non mais encore une fois, ça veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire, mais c'était simplement pour dire que il faut porter le regard, surtout lorsqu'on est entre guillemets jeune, là où la concurrence n'est pas extrême, et se méfier de l'effet de mode. Et être curieux aussi. Et se méfier quand c'est à la mode, c'est trop tard. Ça, c'est généralement quand c'est en une d'un magazine. Alors c'est connu depuis 30 ou 40 ans dans le monde financier, qui est mon monde. Quand c'est en une des magazines, en réalité, c'est le moment de vendre. Alors que quand c'est sur la martingale, c'est au bon moment. Et du coup, non, mais c'est passionnant et je suis complètement d'accord. Il faut s'intéresser autour de soi à tout. Moi, j'ai fait des bonnes affaires juste en copinant avec et très sincèrement en plus le gardien d'un immeuble avec qui je buvais des cafés tous les jours au café du coin de mon ancien boulot, et en fait à un moment il m'a dit tiens, il y a tel parking avant, là il y a tel machin, tiens, contact machine, et en fait au bout d'un moment tu vois, et puis j'ai même à un moment avec lui je suis passé à côté de l'achat d'une Ferrari, mais je l'aurais pas fait, mais vraiment très peu cher. Je pense qu'en l'équivalent je parle de 30 000 euros, même peut-être pas, je pense qu'elle valait 170 000 euros 5 ans après, quoi. Ouais, et voilà, je suis pas... Être ancré, être réaliste, avoir une vision lucide, et je vous assure, même si le monde est incertain, même si les régimes de retraite et les retraites seront moins élevés, la prime, elle viendra à l'ingéniosité. L'ingéniosité, et ça, tout le monde est capable d'ingéniosité aujourd'hui dans notre pays. Merci. Alors, j'ai une toute dernière question. Un tout petit, juste, on a compris aujourd'hui que moi, j'aime une de mes chansons préférées, Demain c'est loin, de I.Am. Demain c'est loin, c'est pas si loin que ça dans ce qu'on dit là et dans la retraite. Demain c'est aujourd'hui. Demain c'est tout de suite. Voilà, on s'occupe maintenant, on a compris pourquoi. C'est mécanique, c'est pas du tout, on n'est pas dans de la virtualité d'économiste perché que tu es, non pas du tout. On est dans un truc totalement concret que tu nous as bien expliqué, et je te remercie. Se constituer un patrimoine, penser complément de revenus via son travail, avec potentiellement concevoir un marché de l'emploi spécifique, et s'organiser en tant que société. Mais une société, il ne faut pas considérer que c'est les autres, c'est nous tous. Non, c'est nous tous. Donc, comme un organisme. Exactement. Donc voilà, on se préoccupe du sujet immédiatement. J'ai une dernière question pour toi, Pierre. Toi, c'est quoi? Alors, tu me l'as déjà partagé un peu, mais du coup, est-ce que tu en as une autre? C'est quoi ta martingale? C'est ma curiosité. Point. C'est celle qui te fait justement aller porter le regard là où les gens ne portent pas le regard. Et c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est aussi faire confiance. C'est-à-dire que dans notre monde, souvent les entrepreneurs croient, enfin moins maintenant, mais ont cru qu'on pouvait faire les choses seuls. On doit faire les choses ensemble. Et ton exemple en fait du gardien de ton immeuble est une bonne chose. C'est-à-dire qu'il faut être curieux, et curieux à la fois des lieux, mais aussi des gens. Ouais. Et aussi quelque part le reward, tu vois, dans le côté pour les personnes qui évidemment. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ont un intérêt, mais au-delà de ça, c'est pas un intérêt, c'est le partage en fait. Oui, tu fais une bonne affaire, c'est normal que tu en donnes un bout à la personne qui t'a aidé. C'est le gagnant-gagnant. Exactement. Bon, merci. On suit Pierre Sabatier. Alors, ça s'écrit Pierre et Sabatier, je crois qu'il n'y a pas besoin de l'épeler. Sur LinkedIn, principalement. On peut t'ajouter, tu acceptes les gens? Oui. Vous dites que vous venez de la part Twitter, de Mathieu sur la martingale. Voilà, Twitter. Et puis, si vous avez besoin de lui pour une conférence, vous voyez qu'il est bon, c'est pas dur. Il aime faire ça, il me disait qu'il faisait ça par passion. Et si vous êtes dans des grosses boîtes, PrimeView, vous regardez ce qu'il fait. Vice-président de l'OREP, je sais pas ce qu'on peut faire avec l'OREP, mais on te demande. Voilà.
Merci à tous. Salut. Merci à toi. Bientôt, la semaine prochaine, sur la martingale. Si vous avez des idées de sujets que vous voulez creuser, comme la retraite ou la fiscalité, allez-y, n'hésitez pas à nous les balancer sur le mail. Je crois que c'est lamartingale@causavostra.com. Sinon, vous trouvez sur le site, il y a un formulaire de contact. Je vous embrasse. À la semaine prochaine. Salut. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Causa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.